François Bontière livre Atelier d'écriture. On est parti dans le cycle été, défi de tenir 40 jours, s'exercer à l'écriture quotidienne. Évidemment, si vous avez chacun son rythme, mais si on laisse passer trop, hop là, ça va glisser. Alors qu'au contraire, dans ces cycles, ce qui est passionnant, c'est comment le fait là d'avancer, oh, est-ce que ça vous pousse dans le dos? Ouais, moi aussi, ça me pousse dans le dos. Mais précisément parce que tous les jours, on va ici, eh bien, on arrive de l'imprévu. Et que ça, qu'est-ce que ça compte? Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire naître aussi d'autres manières, mais en tout cas, ce qui naît par la pratique quotidienne, et en quoi ça nous fait bifurquer, ou nous met face à des objets là, tremblants dans les mains, et on ne sait pas quoi en faire, mais on sait bien que c'est ça qui va nourrir l'écriture. On est parti. Alors sur Tiers Livre, on fait ces ateliers avec vidéo ça depuis plusieurs années. Ça veut dire que on en a pas loin de 250 ans en ligne. Et c'est par cycle, des cycles qui s'organisent de façon thématique. Et à mesure qu'on avance, il y a toujours des propositions où tu dis oula, ça. Et il y en a d'autres, c'était le contraire. J'ai pu les rôder en école d'art ou à Normal Sup ou à Sciences Po, partout où j'ai pu justement réfléchir, ou en stage avec de formation d'enseignants. Et on sait bien que c'est justement en les polissant, en les expérimentant, en les appréhendant dans diverses façons qu'on arrive à les constituer, ces propositions, en tant qu'outil, et non pas simplement en tant qu'exercice. Et là, pour ces 40 jours, l'idée, c'était de revenir voir ces objets un peu tremblants, un peu instable, un peu sensible, et se dire, si on y revient, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, Christophe Tarkos, pourquoi il est si présent dans tout ce travail depuis des années? C'est comme avec Antonin Artaud, ou Nathalie Sarraute, ou Daniel Colobert, il y a toujours une sorte, pour moi, c'est pas du fétiche, mais c'est quand même le fait que si tu cherches à maîtriser tous ces paramètres qui interviennent très obscurément, simultanément, quand tu écris, ces paramètres, ils appartiennent au contemporain dans toute sa complexité, toute sa gamme. Mais chacun de ces petits paramètres, tu peux le relier à qui, le premier ou la première, l'a utilisé pour la nécessité où il ou elle était de l'utiliser. Et en revenant à cet arbitraire, là où il est né, eh bien, on le voit dans cette éclosion, précisément là où nous, on va essayer de le travailler, ce paramètre, à l'exclusion de tous les autres. Et si on fait ça 40 fois, croyez-moi que ça fait du bien. Alors Tarkos, Christophe, c'était un gars plus jeune que moi. Il est décédé, il avait 42 ans. C'est quelque chose qui est un deuil qui est toujours plus que vivant pour bien d'entre nous. Et c'est pas par cette maladie contre laquelle il s'est battu 10 ans. Il était poète avant, il avait déjà trouvé ses routes avant. Bien sûr, ça a eu un effet d'amplificateur, mais c'est pas ça qui détermine sa part spécifique d'invention. C'était un homme, un grand homme, au sens général, d'être humain. Évidemment. Alors son travail était dispersé chez des tas de petites maisons, je pense à Aldante, des choses comme ça, des petites choses rares, difficilement trouvables, ou dans les archives du CIPM Marseille. Mais on a eu POL avec le Cygne, enfin bon, le Cygne on peut laisser tomber, mais Anachronisme en particulier, son livre posthume qui est si important. Et depuis la mort de Christophe Tarkos, POL a rassemblé, alors on a un livre écrit poétique, tome 1, fait par une poète qui était très très proche des dernières années de Tarkos, Cataline Molnar, et sa propre compagne Valérie Tarkos. Depuis se sont ajoutés un volume dont on va se servir aujourd'hui. C'est aussi chez POL, c'est un gars qui s'appelle Philippe Castellin qui l'a rassemblé, fait les introductions, et sa spécificité, c'est que vous avez
un DVD avec l'ensemble des vidéos sauvegardées de Christophe Darcos, et pourtant ces vidéos, c'est pas nos moyens d'aujourd'hui, mais au moins là, pour quelqu'un qui travaillait sur l'improvisation, la création orale, c'était tellement important. Et puis idem, un DVD avec uniquement là, des 19 archives audio, c'est ultra précieux, et est venu s'ajouter, ça c'était juste il y a 2 ans, mais c'est encore là, un livre qui s'appelle Le Kilo et qui pèse 1 kilo. Alexandre Marais, David Christoffel, dans l'enregistré, là on a un interview, un échange oral d'1 heure entre David Christoffel et Christophe Darcos. Donc maintenant on a de quoi travailler. Et il suffit que vous cherchiez sur Tiers Livre à Darcos, vous trouverez différentes propositions. Il y a 2 ans, je ne sais plus quand, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça. On était parti dans peut-être justement la première fois où on a tenté d'écrire sur 40 jours. J'avais voulu partir d'un texte de Gertrude Stein qui s'appelle... J'avais voulu partir d'un texte de Gertrude Stein qui est une sorte de... dont le titre provoquant c'est « Confiance dans la description ». J'avais voulu qu'on travaille là, sur ces tout petits éléments ordinaires. C'est un arrêt de bus, c'est un carrefour, c'est un mur, c'est un angle de rue, c'est un bout de jardin. Ces éléments où tout le réel semble condensé dans une sorte de présence, d'évidence, et il n'y a aucun signe. C'est pas pour autant que vous allez trouver quelque chose d'éclatant. Non, c'est dans cette humilité de saisir là, ce qui se présente sans signe, mais avec ce sentiment de présence. Et c'est de cet exercice qu'on est passé à un texte de Christophe Darcos qui s'appelle « Le parpaing ». Alors j'avais pris ce thème parce que justement les parpaings, objets, béton, standardisés, moulés, et on a partout, toutes nos maisons, tous nos murs, c'est fait avec des parpaings. Il suffit de dire le mot, on sent le grumeleux, on éprouve le poids. Et j'avais proposé un exercice un petit peu en défi, de prendre un objet comme le Cajot de Francis Ponge. Mais Ponge, on le croisera forcément aussi, mais on n'était pas tant sur l'objet que sur ce côté-là de toucher, de prendre, il y a quoi à décrire dans un parpaing ? C'était ça la question. Et ça a été un des plus forts ensembles de textes collectés. Je vous mets le lien évidemment. Allez vous balader si vous avez cette curiosité. J'avais même pensé qu'on pouvait en faire un livre là, dans notre petite collection mémoire. Et je me suis limité à une édition numérique sous forme de PDF plutôt que d'en faire une impression à la demande parce que il y avait encore des tas de corrections. Ceux qui envoient leurs corrections, ceux qui envoient trop de corrections, ceux qui veulent tout reprendre. Bon, c'est resté comme ça. Mais, de toute façon, quel plaisir de lire un PDF. Et cette séance qu'on avait fait sur le parpaing de Darcos, là, pour moi, on est dans le sens de ce cycle anthologie. Dire, ça, on peut revenir à cet endroit-là et on va trouver encore d'autres choses. Alors forcément, première chose à faire, le reprendre, c'est dans l'enregistrer, le parpaing, et c'est uniquement 3 pages. C'est un texte lu qui demande 4 minutes. Alors on va tout simplement le lire ensemble, mais d'emblée, qu'est-ce qui me ramène là ? On refait l'exercice comme on l'avait fait là, la première fois ? Non. La première fois, justement, j'étais dans cette idée d'objet de description. Donc, chacun se trouve son parpaing et parle de son parpaing. Oui, mais le texte de Darcos, d'une part, c'est là Philippe Castellin qui nous en prévient. Pour l'anecdote, Christophe Darcos a-t-il vraiment rencontré un parpaing ? La question est stupide, mais la réponse est oui. C'était à Marseille, au Friches, où Jean et moi, je ne sais pas quel Jean, avions effectué une performance dont le matériau principal était constitué d'une 50aine de parpaings. Imaginez ces 2 types en train de brasser des parpaings. Sur chaque parpaing, il y avait un mot écrit. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Là, j'ai pas trouvé d'autres traces. À la fin de l'action, ce concept d'action, comme chez Gina Pan aussi. Là, on est en 94, mais c'est encore aussi des choses qui, pour moi, sont importantes à garder en tête et à réviser. Darcos, présent comme spectateur, est venu nous demander s'il pouvait prendre un parpaing. On lui a dit qu'il n'avait que l'embarras du choix du mot, puisqu'un mot était écrit sur chacun des parpaings. Il a choisi poème. Quand j'avais proposé l'exercice sur le parpaing, moi, j'avais pas dit que sur le parpaing de Darcos, il y a écrit poème.
Et c'est là toute l'ambiguïté. Et ce que j'avais délibérément mis de côté, c'est de quoi se parle ce texte de Tarkos. Il parle simplement de sa relation au parpaing, ce qu'il imagine à l'intérieur de lui du parpaing, des gestes que le parpaing lui induit. Et c'est ce brassement-là que je voudrais qu'aujourd'hui on tente, nous, d'explorer. Brassement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre, chacun d'entre vous, un objet du quotidien. Le sac de supermarché, pour faire les courses, on a chacun dans nos fonds de placard. Ou, c'est à vous de trouver. Une chaise, un truc qui est là sur le bureau. Comment ça? C'est quoi ça? C'est une batterie. Pas très intéressant. Mais de prendre quelque chose qui, comme ça, fait partie du quotidien. Là, devant moi, il y a une lumière. Une ampoule électrique. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Photomaton. C'est ce qui m'entoure, là. Une paire de ciseaux, peu importe. Mais on n'est pas dans l'objet de Francis Ponge, comme l'œillet, le cajot, le pain, la cigarette. On est dans le tout venant, du quotidien. Quelque chose qu'il y a dans votre voiture, un trousseau de clés. Vous prenez donc, par exemple, Franz Kafka, Odradek. C'est quoi Odradek? C'est une petite bobine de fil avec 5 petits clous plantés dedans. Nous, on appelait ça un tricotin, parce que tu peux mettre des bouts de laine à travers et fabriquer des... Eh oui, mais Odradek, chez Kafka, c'est un texte magique, parce que à chaque fois que tu passes dans la maison, tu te prends les pieds dans Odradek qui traîne partout, et puis quand tu le cherches, parce que justement tu en as besoin, eh ben, tu ne le trouves pas. Odradek ou le souci du père de famille, c'est comme ça que ça s'appelle chez Kafka. Alors là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous choisissiez un objet comme ça. Mais n'allez pas le chercher loin. Un objet du quotidien, un objet qui n'a rien à dire. Mais justement, ce truc-là, vous l'avez pris, vous l'avez ramassé, vous l'avez ramené chez vous, vous le gardez là, ce truc incongru, ce truc qui ne vous a jamais donné sa vérité ni son explication. On va avoir autant d'objets que de contributions. Par contre, ce qu'on va écrire, c'est pas la description de l'objet, comme vous l'avez fait la première fois, c'est l'avoir dans les mains, le retourner dans les mains, qu'est-ce qu'on va en faire, où on le range, qu'est-ce qu'on en fait, les clés qu'on a toujours perdues. Je sais pas si ça va marcher, mais retour au parpaing de Tarkos. Et maintenant, on a le temps? On a le temps. On le lit ensemble. Ordinateur, je mets mon casque pour la synchro. Je lance, bruit de quelque chose qui tombe. Je suis tombé nez à nez avec un parpaing. Je suis tombé nez à nez avec un parpaing. Et le maintenant, on suit le parpaing texte. était par terre, une brique creuse, grise. Et dès que je l'ai vu, dès que j'ai vu ce parpaing, je me suis dit, je vais le soulever, je vais le prendre dans mes bras, direct. je vais le garder avec moi. Je me suis dit, je vais le... Mais je le pensais. Je vais prendre ce parpaing dans les bras. Et quand je le regardais, il ne se soulevait pas. Quand je le regardais, je me disais, tiens, mais mon regard ne soulève pas ce parpaing. C'est un texte écrit. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais vraiment, je l'avais vraiment dans la tête. Si je fais pause, c'est un texte qui a été transcrit de l'improvisation. C'est-à-dire que Tarkos, c'est quoi ce qu'il nous a apporté? Ce parpaing marqué poème, là c'est une soirée marquée, c'est à Beaubourg, un hommage à la revue Java, à laquelle il participait. On est en 1994. Le gros bruit qu'on entend au début, il vient, il pose son parpaing sur la table et il commence à parler du parpaing. C'est une période où on lui dit parler du pneu, il dit je gonfle. Il part de ce que lui proposent comme ça les spectateurs pour partir dans un travail de creusement oral. Ce travail de creusement oral, là, la transcription du texte d'après l'enregistrement va garder toutes les petites nuances de l'oralité. Ça, je vous le demande pas. Mais ce bégaiement, vous allez voir, comme la transcription est fidèle, même au bégaiement. Et ça, on peut s'en servir. On reprend. Je me suis dit, je vais le soulever, je vais le prendre dans mes bras, je vais le garder avec moi. Mais je le pensais.
je pensais, je vais prendre ce parpaing dans les bras. Et quand je le regardais, il ne se soulevait pas. Quand je le regardais, je me disais, tiens, mais mon regard ne soulève pas ce parpaing. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais vraiment, je l'avais vraiment dans la tête. Le fait que ce parpaing, je devrais le prendre dans mes bras et le garder. Et en m'imaginant comme ça, prendre le parpaing dans mes bras, je me disais, bon, une fois que tu prends le parpaing dans tes bras, tu l'as soulevé avec tes mains, tu l'as dans les bras, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que je m'imaginais déjà avec le parpaing dans les bras, un parpaing donc lourd, une grosse brique grise creuse mais lourde, dans les bras, je l'aurais soulevé avec les mains, je me serais penché, je l'aurais prise contre moi, et je l'aurais soulevée, je l'aurais dans mes bras, je la garderais sur moi. Et une fois que je l'aurais sur moi, je ne saurais pas quoi en faire. C'est ça le problème, c'est que je m'imaginais déjà l'avoir soulevée, l'avoir prise dans mes bras, mais je ne savais pas quoi en faire une fois que je l'avais sur moi. Donc je m'imaginais très bien, même immédiatement, dès que j'ai vu le parpaing par terre, je me suis dit, je vais le prendre dans mes bras. Il n'y a qu'une chose à faire, si je vois un parpaing par terre, je le prends, je le soulève. Alors, je le soulève en me penchant et en le prenant dans mes mains, parce que simplement par le regard, même en le regardant attentivement, il ne se soulevait pas. C'est-à-dire que je n'avais pas un regard souleveur. Pourtant, je le regardais attentivement et je voulais le prendre dans mes bras, mais mon regard à lui tout seul ne soulevait rien, n'arrivait pas à soulever le parpaing. Alors, je l'imaginais, plutôt que de le regarder et de me dire que mon regard allait le ramener vers moi, je pensais, je m'imaginais déjà me penchant, je m'imaginais déjà l'avoir dans mes bras, l'avoir dans mes mains, le prendre, le ramasser, le porter un peu vers le haut et le prendre sur moi et l'avoir dans les bras. Voilà l'extrait, prise, la bande MP3, je vous la mets aussi dans les documents d'appui, vous aurez le texte, vous aurez le MP3 complet, ça fait 6 minutes je crois, prenez le temps. Moi je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. L'important, ça va être de vous concentrer sur qu'est-ce que c'est ce truc qu'on prend dans les mains et qui reste à soi-même encore étranger, qui ne dit pas forcément une nécessité, mais dont on sait que le lien est beaucoup plus riche, ne serait-ce que par le travail qu'il contient. Et comment ça vous est venu, ou le mot qui est écrit dessus, et que cette chose si bizarre, c'est un pack de lait, c'est une bouteille d'eau, j'en sais rien. À vous, oui, il y a de l'objet, mais l'important, et ce que je vous demande de brasser, là, pour la proposition d'aujourd'hui, c'est, là, qu'est-ce qu'on projette sur l'objet? Qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi vous l'avez ramené? Pourquoi vous le gardez? Pourquoi? Et malgré tout, il y a cette description. C'est une grande brique creuse, lourde. Et prenez le temps d'être un peu avec le texte de Tarkos. Vous verrez aussi comment il utilise les négations. Je n'étais pas en train de bâtir une maison. J'avais pris un parpaing dans mes bras. Je n'avais aucune raison. Je n'étais pas en train de bâtir une maison. Je n'avais pas de raison de prendre un parpaing dans mes bras. Mais d'utiliser ce bégaiement pour se saisir, retourner l'objet. Et comment il est avec votre propre corps? Il est dans votre poche. C'est le téléphone que vous avez dans la poche. Peu importe. Mais c'est ce lien de votre corps avec l'objet. La paire de lunettes perdue, l'accumulation des paires de lunettes, c'est pas des paires de lunettes dont on va parler, c'est des mouvements, des jeux. Et c'est votre relation avec la stupidité de l'objet. Il n'est pas stupide, puisqu'il est une histoire technologique. C'est pas les mêmes lunettes qu'on m'accordait de porter il y a 15 ans ou 20 ans. C'est beaucoup mieux maintenant, sauf qu'au bout de 2 ans, ça commence à s'opacifier, puis il faut les changer, puis hop, il ramasse encore la mise. Prenez l'objet, écoutez Tarkos, et votre objet, si petit, si léger qu'il soit, en pensant à Odradek de Kafka avec sa bobine de fil,
traitez-le comme quelque chose de lourd, rugueux, stupide, comme un parpaing. Vous n'avez pas besoin d'un parpaing parce que vous n'êtes pas en train de construire une maison. Eh bien, c'est bien pour ça que cette piste-là va nous apprendre à parler autrement des objets. Parler de l'objet par la relation qu'on a à lui-même et à en quoi il nous reste étranger. C'est une piste de recherche et plus qu'une consigne d'écriture, c'est une piste de recherche plus qu'une consigne d'écriture. Mais il faut bien qu'on joue en permanence à la frontière avec quoi ? Le nouveau. Merci Tarkos.